Eh ben, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Olivier Webb. Je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Rennes. Et merci pour cette occasion de présenter un travail collaboratif avec entre l'INSA de Rennes, HESSO à Fribourg en Suisse, dont Sébastien est un représentant, et l'entreprise Resilio. Un sujet autour de l'impact carbone des services numériques, des data centers et des serveurs. Alors pour se mettre dans le contexte, on va vous demander de vous imaginer en tant que capitaine de data center qui cherche à réduire l'empreinte carbone de ses services, de ses serveurs. Et pour ça, on va consulter les meilleurs experts qu'on a à notre disposition, Spock et Scotty. Mais le problème, c'est que ces deux experts se chamaillent tout le temps et ont des avis très divergents. On va avoir d'un côté Spock, qui est un peu un gros nerd, le développeur logiciel très théorique, qui va nous dire que tout le problème vient de la fabrication très polluante des serveurs. Donc c'est pas son problème, lui, les logiciels, c'est pas ça qui crée du carbone. Et évidemment, son collègue Scotty n'est pas d'accord. Il va dire que lui, c'est un mécano, un mec du matériel. Il va dire que ces serveurs, non, ils vont très bien. C'est la consommation électrique des services qui engendre tout cet impact carbone. Alors évidemment, ces deux points de vue qui se défendent, il y a de la vérité derrière, mais dans la situation présente, on veut savoir qui est-ce qui a raison, qui écouter. Et le souci, c'est que c'est une question qui n'a pas de réponse tranchée immédiate, c'est pas aussi simple que ça, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Par exemple, si on regarde la variation de la charge, comment est-ce qu'elle va influer sur l'impact carbone d'une machine? Intuitivement, on peut se dire qu'à faible charge, on consomme peu d'électricité, on a peu de services qui tournent, donc on consomme peu d'électricité, et en proportion, la fabrication va avoir un impact dominant sur l'impact total de notre service. Et à contrario, à forte charge, on utilise beaucoup plus d'électricité, du coup c'est la phase d'usage qui va dominer notre impact. C'est une vision un peu simpliste, parce que si on rajoute une autre dimension qui est l'intensité carbone de l'électricité, c'est-à-dire la quantité en termes de grammes de CO2 équivalent produites par kilowattheure, on peut se retrouver avec des situations où, même à faible charge, on a une électricité tellement carbonée qu'on peut avoir une dominance de la phase d'usage. Donc pour représenter tout ça, ce qui serait sympathique, c'est d'avoir une dimension de plus pour représenter tous ces paramètres-là. Alors pour tirer ça, pour mettre de la lumière là-dessus, on a mis en place une expérience en partant d'un serveur, donc du matériel sur lequel on fait tourner un service. Et ce service, il est commandé par un contrôleur externe qui va pouvoir faire varier la charge en envoyant de plus en plus de requêtes, de idle jusqu'à la pleine charge, et qui va monitorer la qualité de service si on reçoit toujours les réponses à temps de ce service. En parallèle de ça, on va mesurer la consommation électrique du serveur à l'aide d'un PDU, et cette consommation électrique, elle va être liée à la charge qu'on a appliquée au serveur, et elle va être enregistrée par le contrôleur. Donc ça nous permet de suivre la consommation, l'impact électrique en fait de notre service, mais c'est pas suffisant. On va aussi ajouter par le calcul l'impact de la fabrication, et l'ensemble va nous donner l'empreinte carbone totale de notre service. Concernant le matériel sur lequel on a fait tourner cette expérience, on a plusieurs matériels, on a plusieurs équipements, une assez grande variété de modèles, en partant d'un serveur d'une lame très puissante sur architecture récente NVIDIA, deux serveurs nettement plus anciens mais toujours assez costauds, donc capable de donner des résultats assez satisfaisants. Et pour référence aussi, on a voulu voir ce qui se passe au niveau de la très basse consommation avec une Raspberry Pi. On a aussi une variété d'architecture processeurs, donc on a de l'ARM et du x86 pour en montrer un peu de diversité dans les plateformes. Et donc sans surprise, c'est le châssis le plus puissant, le plus récent qui sert le plus de requêtes à la seconde. Mais les anciens serveurs sont quand même capables de faire tourner assez correctement le service, et on a une performance très très limitée pour la très basse consommation. Alors, du côté de l'impact
carbone du matériel. La méthode consacrée, c'est de faire une analyse de cycle de vie, de faire un inventaire complet du matériel, les composants, les matériaux, les processus qui ont fabriqué le matériel. Alors ça, c'est des techniques qui sont longues, qui sont très coûteuses, qui donnent des résultats relativement précis, mais nous, ce qu'on voulait, c'était les ordres de grandeur, donc on a pris une méthode qui est plus simple, qui est une méthode simplifiée basée sur la littérature récente, qui s'intéresse surtout aux puces, parce que les circuits intégrés sont ceux qui produisent le plus d'impact carbone dans la fabrication d'un ordinateur en général. Donc du côté des CPU et GPU, on recense la surface de silicium qu'il y a et dans quelle technologie c'est gravé. Pour le stockage, on compte les disques durs, les SSD, suivant le type de stockage, on multiplie par la capacité un facteur qui nous donne un impact. Et pour la mémoire, c'est un peu la même chose. On regarde si c'est une DDR ou une HBM et on comptabilise la capacité. Tout ça, c'est des données qu'on envoie dans notre modèle de calcul et qui nous donnent un impact global pour la machine. Ça, c'était pour les gros serveurs. Pour la Raspberry, c'est des techniques qui sont moins adaptées, mais on a trouvé un inventaire complet qui a été fait par l'équipe de Philippe Loubet et qui donne un résultat très précis pour cette plateforme-là. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. On a près d'1 tonne pour le gros serveur récent, un peu moins pour les serveurs plus anciens et un score très modeste pour la Raspberry Pi. Donc ça, c'était pour le matériel et on va combiner ça avec l'information de consommation sous un nouveau type de représentation qu'on a proposé, qui permet de représenter en fonction de la charge et aussi en fonction de l'intensité carbone, comment se répartit l'empreinte carbone de notre service. Donc on va avoir deux axes, l'axe de la charge en bas sur l'axe X, la charge qu'on fait monter de idle jusqu'à la pleine charge, et sur l'axe Y, on va voir l'intensité carbone de l'électricité qui est utilisée, des renouvelables jusqu'au charbon, au fossile le plus polluant. Et chaque point de notre graphique va représenter un point de fonctionnement qui va avoir une couleur particulière, composée en RGB. Chaque composante de cette couleur va nous indiquer quelle proportion il y a de la fabrication et de la consommation entre dans l'empreinte carbone de notre service. La fabrication, ça va être en bleu, et on a distingué deux types de consommation électrique. Ça nous semblait important de distinguer en rouge la consommation idle, donc vraiment la consommation de la machine quand elle est démarrée et qu'elle n'est pas chargée, et on rajoute du vert au fur et à mesure qu'on augmente le service et qu'on rajoute de la consommation dynamique. Donc pour bien comprendre comment fonctionne ce graphique, on va essayer d'imaginer ce qu'on pourrait s'attendre à visualiser. Donc dans le bas du graphique, quand on descend l'intensité carbone, on va avoir moins d'impact de l'électricité consommée. Et donc, on va avoir plutôt pour les basses intensités carbone, plutôt du bleu dans le bas du graphique, parce que c'est la fabrication qui domine l'empreinte carbone. À l'opposé, quand on va avoir une haute intensité carbone, on va plutôt avoir l'effet de la consommation électrique qui domine. À gauche, faible charge, ça va être plutôt de la consommation idle, et au fur et à mesure qu'on charge la machine, on va avoir de plus en plus de vert en consommation dynamique. Donc ça, c'est un peu la géométrie qu'on pourrait s'attendre à voir sur nos différentes plateformes. Et pour simplifier la compréhension, on a rajouté des lignes de niveau qui nous permettent de voir quand on bascule d'un domaine qui est dominé par la fabrication à un domaine qui est dominé par les différentes consommations. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait s'attendre à voir, et ça, c'est le résultat qu'on obtient sur une plateforme, donc qui est quand même assez différent, même si on reconnaît dans les coins les couleurs auxquelles on s'attendrait. Ça, c'est pour le gros serveur QCT, et pour les autres machines, on obtient ces graphiques-là. Donc à peu près des profils similaires avec des petites différences au niveau de la consommation, de la répartition de la consommation statique et dynamique. Le premier enseignement qu'on voit qui saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bleu, en fait. Ça veut dire que la fabrication, elle domine vraiment notre empreinte carbone que quand l'électricité est très bas carbone, au niveau de la France et de la Suisse, par exemple. Là, on a vraiment un impact plutôt du matériel. Et l'autre enseignement, c'est qu'on voit beaucoup de rouge.
Ce qui veut dire que c'est la consommation statique qui domine souvent. Nos machines, elles ne scalent pas bien avec l'augmentation de la charge. Elles ont tendance à avoir une consommation plutôt plate et donc elles consomment beaucoup même quand elles ne sont pas chargées. Ce qui est quand même problématique parce que les serveurs sont rarement chargés à 100% tout le temps. Alors, si on veut tirer des conclusions de ce qu'on a observé, au niveau de la comptabilisation carbone, qu'est-ce qui se passe quand on a une électricité très carbonée, par exemple à 500 grammes de CO2 par kilowattheure, donc un peu au-dessus de la moyenne mondiale, mais il y a encore beaucoup de pays qui sont à ces niveaux-là. Si on regarde ce qui se passe sur un service pendant 5 ans, donc on va être sur la ligne là des 500 grammes sur notre graphique, et puis on va regarder sur cette ligne de pixels comment se compose la couleur, comment est composée l'empreinte carbone, comme si on coupait une tranche dans le gâteau pour voir de quoi il est composé. Et ce qu'on observe, c'est effectivement que c'est dominé par l'usage, la consommation électrique, et ça varie, mais pas tant que ça en fonction de la charge, entre 83 et 91% de l'impact qui est lié uniquement à la consommation électrique. Donc là, on est plutôt du côté de l'usage, et ça veut dire que c'est Scotty qui avait raison. Dans ces conditions-là, c'est plutôt les programmes, les services qui créent de l'impact, plus que le matériel. À l'opposé, quand on est avec une électricité très peu carbonée, par exemple à 40 grammes, et là on se retrouve dans le bleu. Et si on trace notre courbe, on voit que là on a une composition qui varie un petit peu plus, mais elle est quand même dominée entre 70 et 55% par la fabrication de la machine. Et dans ce cas-là, c'est plutôt la quantité de matériel qu'on a dans notre data center qui compte, la quantité de machines qui crée notre impact carbone, et on est plutôt dans ce cas-là du côté de Spock. Alors si on se place plutôt d'un côté opérationnel, comment est-ce qu'on va optimiser notre service, notre data center? La première priorité, c'est quand on se retrouve avec une électricité très carbonée, il faut absolument diminuer ça. On voit un impact très franc, qu'on soit haute ou à faible charge. Si on regarde là verticalement sur nos graphiques, quand on fait baisser l'intensité carbone, et d'un côté comme de l'autre, si on regarde par requête, on a une décroissance très forte. On divise quasiment par 5 l'impact par requête de notre service, qu'on soit à faible ou à haute charge. Donc c'est vraiment quelque chose de très efficace. Si c'est pas faisable, c'est pas toujours possible et facile de changer de source d'électricité, il faut maximiser la charge de nos machines. Par exemple, quand on regarde ce qui se passe quand on passe de 30 à 80%, là on est sur cette horizontale-là, et on voit que par requête, on a un impact qui peut diminuer jusqu'à 50%. Donc relativement pas négligeable quand même. Ça s'obtient par la virtualisation, les microservices, ajouter plus de services de manière générale sur notre serveur. Et quand on a déjà appliqué ces deux recettes, qu'on a une électricité peu carbonée, qu'on a des serveurs qui sont bien utilisés, on peut se poser la question de l'allongement de la durée de vie. Quand on est à très bas carbone, là, comme montré sur le graphique, si on étend la vie des machines de 4 à 10 ans, on a un gain de 35% par requête, parce qu'on vient étaler sur plus longtemps l'impact de la fabrication de notre machine. Attention, si on fait ça à carbone élevé, à intensité carbone élevée, on a un gain qui est beaucoup plus faible, là de l'ordre de 7%. Donc c'est vraiment à faire que quand on a une électricité peu carbonée et des serveurs déjà bien utilisés. Pour conclure, cette question d'allongement de vie nous a fait nous demander ce que ça voulait dire que un serveur obsolète. On a toujours des renouvellements dans les data centers qui sont assez fréquents. Mais même si on était habitué dans les décennies précédentes à avoir des machines qui sont vraiment beaucoup plus efficaces d'une génération à l'autre, cette tendance, elle a commencé à stagner et on se rend compte que même si les machines actuelles, les nouvelles machines sont capables de servir beaucoup plus, sont capables de faire beaucoup plus de calculs, elles ne sont pas vraiment beaucoup plus efficaces. Là, on regarde le nombre de requêtes qui peuvent être servies et de l'impact par requête qu'on a sur les différentes machines. On voit que la ligne bleue, là, nous permet d'aller jusqu'aux 500 requêtes par seconde
parce que c'est une machine beaucoup plus puissante. Mais si on regarde leur efficacité énergétique, surtout à faible charge, ben en fait, toutes les autres serveurs sont bien en dessous, sont beaucoup plus efficaces, consomment moins d'électricité. Donc il faut bien dimensionner ces machines en fonction de ces services, et les anciennes machines, en fait, sont pas complètement obsolètes, elles peuvent encore servir des services qui sont moins demandants. Mais pour que la durée de vie de ces machines soit prolongée, ben, il faut pouvoir aussi les réparer, qu'il y ait de la maintenance matérielle dessus. Et on voudrait mettre aussi l'accent sur les mises à jour logicielles qui sont encore beaucoup trop le facteur limitant, qui font que comme le service du constructeur s'arrête, on renouvelle les machines même si elles sont encore valables. Donc c'est plutôt sur cet aspect-là qu'on voudrait mettre l'accent pour terminer. On vous remercie pour votre attention. On est prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Et merci pour l'invitation encore. Si le logiciel est très fortement lié à la consommation électrique, le logiciel est aussi très fortement lié quand on est multi-machine au nombre de machines qu'on doit mettre pour faire tourner une plateforme ou une application. Et donc il y a aussi ce lien de logiciel sur le matériel. Et que si on optimise le matériel, ça permet aussi d'utiliser. Si on optimise le logiciel, ça permet d'utiliser moins de matériel. Est-ce que c'est des choses que vous avez regardées dans vos réflexions? Pas dans le contexte de cette expérience, mais Là, on est c'est quelque monomachine. chose qu'on va peut-être regarder. Peut-être que Sébastien a une idée là-dessus. Non, pour le moment, on s'est vraiment fixé. Donc, l'objectif. Alors, d'abord, je viens d'envoyer deux liens dans le chat. Donc, c'est des deux papiers. Il y a le papier lui-même. Ça, c'est le premier. C'est celui qui est sur HAL. Et puis l'autre, c'était un papier précédent où on a fait vraiment la mesure de consommation des machines. Et puis, pour cette mesure, on voulait absolument avoir un périmètre où on sache tout. Donc on s'est dit on va prendre une seule machine et comme ça on ne se perd pas dans des questions d'allocation et là où ça devient un peu controversé. Donc pour l'instant, pas, c'est une machine bare metal, sans virtualisation, sans partage. Et comme ça, on sait que la consommation, ben, on l'attribue au service. Oui, non, oui, parce que moi je pensais à voir si c'est une autre étude pour vous de faire, voilà, sur un cluster de machines pour une même plateforme et une même application. Alors Pour peut-être qu'en changer un petit peu complément de la donne. réponse, on pense le faire. Donc si on peut, là on est en train de demander des financements pour étendre ce travail. Hmm. C'est sûr qu'on pourrait imaginer une architecture scale-out. Et la première idée, c'était de prendre, d'ailleurs les étudiants l'ont fait un petit peu dans un cours que je donne, avec 4 Raspberry Pi plus un cinquième qui fait un load balancer. Euh, et, et ça pourrait être un début de multi-machine pour voir justement comment des machines... Là, c'était intéressant parce qu'on voit que le Raspberry Pi est très efficace par requête. Donc, quand on ramène la consommation, l'émission de CO2 par requête, et donc on pourrait faire du scale-out en utilisant un S1 de Raspberry Pi avec un load balancer devant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait envisager. Mais plutôt dans cette idée de prendre, vraiment partir de quelque chose qu'on maîtrise bien, et puis étendre, plutôt de partir dans la réalité, mais où on a beaucoup de points d'interrogation. Donc si typiquement on a des services étalés sur plusieurs machines qui elles-mêmes sont partagées en différents services, là, ça devient tout de suite très difficile à savoir qu'est-ce qu'il faut allouer à qui. Et on voulait éviter de tomber dans ces genres de débats. Ça marche, merci. Et Vincent, tu peux intervenir, puis après je pourrais retransmettre la question d'Olivier de Gonçalves. Ouais, bonjour, merci, hein, c'est super, mais vraiment je comprends pas. Là, j'ai recherché dans le papier sur HAL. C'est quelle est la requête qui est envoyée en fait? Enfin, quel type de requête est envoyée? Et, alors, je vais peut-être répondre. Donc, ça, c'est l'autre papier qui va peut-être répondre plus précisément. Donc, en fait, on a mis deux services en place. Il y en a un premier, on l'a appelé le counting service. Donc, c'est un système extrêmement bête. On lui envoie par HTTP un chiffre et il compte jusqu'à ce chiffre. Donc, on a une boucle qui fait while counter égale le but et il incrémente. Et puis, donc c'est un truc complètement bête, mais ça permet de solliciter les machines de manière croissante.
Et puis le deuxième, on a pris un BERT, donc un modèle de machine learning de prévision de langage. Donc on lui donne hello et il prédit systématiquement again comme mot suivant. Et c'est ça que l'injecteur va vérifier, c'est-à-dire que si la requête est bien passée, il va vérifier qu'il y a bien again en réponse. Accessoirement, dans le deuxième papier, on a vu que ça, c'était aussi un objectif, c'était de savoir combien ça coûte en énergie de faire une prédiction du token suivant, et on a vu que ça coûtait à peu près 1 joule dans notre cas, et on l'a pas mis dans le papier, mais ça permet un petit peu de se rapprocher à des estimations qui disaient qu'une inférence ChatGPT coûtait quelques wattheures. On était aussi dans ce genre de calcul-là. Mais voilà, ça c'est. Après, on pourrait faire des services un petit peu plus compliqués. Et puis le service suivant, ce serait de se fournir un index.html, donc une requête sur un site web, ou un cluster de requêtes, c'est-à-dire index.html plus les 5-6 fichiers qui correspondent à la page web qui serait demandée. Et là, on se rapprocherait d'un Carbon Calculator, mais beaucoup plus orienté sur le serveur qui fournit le service et pas forcément sur le réseau, parce que ce genre de calcul généralement se base plutôt sur le trafic réseau. Pour Mais- compléter. Merci. Ah, merde, excuse-moi Vincent. Tu veux termine Vincent, c'était pour compléter ta question. Ouais, merci. Juste le petit LLM, j'ai pas retenu le nom, il avait combien de paramètres à peu près? Qui faisait hello et again, en fait. Parce qu'en fait, le même, disons, le modèle ne peut même pas peut-être tourner sur un Raspberry Pi, je sais pas. Alors justement, on a fait exprès de prendre quelque chose qui tournait partout, donc c'est pas un LLM, hein. En fait c'est un proto-LLM. Donc BERT, c'est un modèle de langage qui a 5-6 ans maintenant. Mais si, ça tourne sur Raspberry. Si vous voulez des détails d'implémentation, on peut vous les fournir. Ça fonctionne sur Python par Hugging Face. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas prendre un Mistral ou un Ollama complet sur un Raspberry Pi. Là, ça ne tourne pas. Et d'ailleurs, on voit qu'avec ce BERT, le Raspberry Pi ne donne que 2 requêtes par seconde. Donc, on est quand même déjà pas mal à la limite des performances du Pi. Maintenant, le Pi, il a 6 ans. Et puis, peut-être qu'une nouvelle technologie de Pi, dans le même esprit, mais avec un petit peu plus de force sous le capot, pourrait traiter des requêtes de gros LLM. Et donc pour compléter, je vous partage un lien tous les deux. C'est une étude où j'avais participé avec d'autres membres de Boista il y a 3-4 ans. Et ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que nous, il y a plus du monde du développement. Et on a mis des cas d'usage avec une base de données derrière, avec des insertions de données qui sont liées aux index, avec des selects de données, avec des choses qui parcourent tout l'index, comme des counts ou des sommes ou des agrégations, pour solliciter ce qui ressemble le plus à une application classique. Qui sont pas juste envoyer du HTML ou faire des calculs, et en vrai, la plupart des choses, ça prend de la donnée, ça la malaxe et ça la renvoie avec des sources de données derrière. Et donc, on a développé dans plusieurs langages, différents cas d'usage, et on a documenté les tests qu'on faisait. C'est une autre approche là-dessus. Ça peut être un complément derrière. Oui, tout à fait. Donc, merci, c'est intéressant. Et on voulait aussi, surtout avec le premier papier, proposer une approche de mesure qui s'écarte un petit peu du energy to solution. Donc, souvent, on est souvent dans des mesures de benchmarking. On va mesurer le time to solution ou le energy to solution. Et là, on voulait vraiment proposer une manière de mesurer le fait d'offrir un service, mais et potentiellement aussi, même s'il y a 0 requête, parce que ne serait-ce que mettre à Oui. disposition le service, ça consomme, même si personne ne le sert. Donc ça, mais donc, on pourrait décliner cette approche avec beaucoup de différentes, donc beaucoup de dimensions différentes. Peut-être juste aussi pour ajouter le côté langage de programmation. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le counting service, donc nous, on a utilisé une architecture, on a utilisé du Java pour servir ce service de compte avec Spring Boot. Et on a trouvé que, ça c'est des calculs qu'on n'a pas mis dans les papiers, mais on a trouvé qu'on était à
quasiment un cycle par incrément. Et en fait, si on réfléchit un petit peu, on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que le processeur ne peut pas. Alors, ce qu'on voit, c'est que le compilateur et la prédiction de branchement, et enfin tout ce qu'il y a dans le CPU plus le compilateur, arrive en gros à faire à chaque cycle un incrément et le if qui vérifie si cet incrément a atteint le but. Et on voit mal comment est-ce qu'on pourrait tomber à moins que 1. Et ça nous permet de dire que même si c'est du Java, qu'en fait, on est très proche de la borne théorique et qu'il y a relativement peu à gratter au niveau du choix du langage de programmation pour un service extrêmement simple comme ça, comme l'incrément. Maintenant, il faudrait vérifier aussi pour des services plus compliqués si en effet, dans la manière dont on a mesuré nos requêtes, si la plateforme, respectivement le langage, le compilateur, le runtime, enfin toute la pile logicielle, a une influence sur les performances. C'est ce qu'on aimerait faire aussi ces prochaines mois J'ai ou années. partagé la présentation qu'on a fait Open Source Experience avec Jérémy Drouet, qui était celui qui avait co-participé. Et il y a des premières conclusions, des premiers benchmarks dessus, avec des choses qui rejoignent ce que tu dis, d'autres choses qui s'écartent. Ça dépend de là où est le goulot d'étranglement. Toujours pareil, je vous laisserai regarder ça. Et je vais transmettre la question de Olivier de Courcelles. Il y a différentes technologies de data center, exemple mode de refroidissement. Est-ce que ça a un impact sur le calcul au serveur que vous présentez? Alors justement, là aussi, on a pris un périmètre. Je ne sais pas si Olivier, tu veux répondre, ou je suis en train de répondre à toutes les questions, mais Non, bah oui, oui. Là, on s'est concentré uniquement sur la consommation de la machine. Évidemment, c'est à moduler par le PUE pour avoir la consommation électrique et aussi ben, du côté matériel, ce qu'on a apporté en termes de système de refroidissement, infrastructure. Donc là, on s'est juste concentré sur la machine de calcul. On n'a vraiment pas d'overhead, on n'a même pas la comptabilisation du switch du réseau, c'est vraiment purement côté calcul et il faut qu'on fasse des études plus poussées pour inclure d'autres dimensions. Comme disait Sébastien, là c'était vraiment pour avoir une maîtrise complète de tout l'environnement. Parce que après, si on rajoute un gros système de refroidissement, pour un serveur, on ne sait pas trop comment allouer ça correctement. Il faudrait se mettre à l'échelle d'un data center complet sur lequel on ferait tourner notre service, mais ça prend une autre proportion en termes d'expérience. Tu veux peut-être compléter, Sébastien? oui, je vais peut-être ajouter qu'en fait, là, on a fait. Donc, le premier papier, on l'a fait sur l'énergie. Ensuite, on a utilisé ça pour le deuxième papier au niveau du CO2. Mais que justement, nos collègues de Resilio ont fait récemment un rapport très bien foutu sur l'impact de l'IT en Suisse. Et dans ce rapport, ils disent que le CO2 finalement ne représenterait que 17% des mauvaises nouvelles et qu'en fait, il faudrait plutôt aller regarder dans l'écotoxicité. Et ça, ce serait aussi un développement futur de ce travail, c'est d'aller regarder quelle est l'écotoxicité par requête en fonction de l'implémentation logicielle, du matériel utilisé et potentiellement aussi de l'architecture du data center qui le fait, où on pourrait aussi imaginer des litres d'eau par requête, ou alors ce sera probablement pas des litres, j'espère, mais plutôt des milligrammes d'eau par requête. Ça, c'est une direction de recherche qui serait assez intéressante pour le futur. Merci. Ben, je pense que tu peux reprendre le Ouais. micro et poser la question. Ouais, ok, oui, non, merci beaucoup Olivier pour cette présentation très très claire. J'ai compris l'aspect critique du taux de charge pour baisser le carbone de nos services. Comment est-ce qu'on réfléchit à une architecture avec beaucoup de petits serveurs par rapport à une architecture avec quelques gros serveurs, juste dans cette optique unique de dire je veux garder le taux de charge le plus élevé possible. Il me semble c'est contradictoire dans ma tête. D'un côté, des petits serveurs entre faible charge et c'est petit, donc peut-être facile à gérer.
Mais d'un autre côté, on a une possibilité de se retrouver avec des dizaines de serveurs qui sont à faible charge, le temps de réorganiser un peu partout. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion là-dessus, sur quelle approche nous permettrait d'avoir un meilleur taux de charge? Oui, merci. Donc, merci pour la question. Ça donne l'occasion de développer. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Donc, l'idée de base, c'est que contrairement, par exemple, à un moteur de voiture où on va avoir un rendement optimal, pas quand on est à fond, ce qu'on voit en général avec l'informatique, c'est parce qu'on a un gros offset de consommation statique, c'est toujours mieux d'être à pleine charge. En tout cas, dans un esprit de minimiser les impacts écologiques ou le coût ou l'énergie par requête. Après, c'est sûr que si vous êtes à pleine charge, c'est votre qualité de service qui va ramasser un petit peu. Donc, certaines personnes vont pas aimer être à pleine charge, mais fondamentalement, si on veut vraiment, le seul objectif, c'est de minimiser les impacts ou les coûts, il faut être à pleine charge. Alors maintenant, comment est-ce qu'on est à pleine charge? Si vous avez une machine existante que vous avez achetée et puis qui est à 10% de charge, eh ben, il vous faut plus de clientèle et du coup, vous allez essayer d'aller vers les 100%. Mais en fait, là, on est plus proche de l'effet rebond, c'est-à-dire que vous allez faire plus pour être plus efficace. Et au contraire, si vous voulez pas chercher de clientèle, de nouvelle clientèle et garder votre charge actuelle, mais réduire votre impact, eh ben, en fait, il faut plutôt utiliser une machine 10 fois plus petite et l'utiliser à 100%. Et là, on voit que normalement, les résultats sont meilleurs parce que la machine plus petite, à charge égale, s'en sortent mieux. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. On l'aborde brièvement dans le premier papier, cette question de... Alors, peut-être je vais juste élaborer encore un petit peu. En haute performance, en calcul à haute performance, on a ces notions de strong scaling et de weak scaling. Donc, le strong scaling, c'est faire le même calcul, euh, mais plus vite, avec plus de hardware. Donc, vous allez avoir une grosse simulation, puis au lieu de la faire en 4 heures, vous voulez la faire en 2 heures, idéalement avec 2 fois plus de hardware. Et ça, on sait que c'est très difficile à faire. Et généralement, ce qu'on fait en haute performance, c'est qu'on fait du weak scaling, c'est qu'en fait, on va faire une simulation 2 fois plus compliquée, avec 2 fois plus de hardware dans le même temps. Et là, en fait, on a un petit peu la même approche ici, c'est que souvent, ce qu'on fait avec l'informatique, c'est qu'on fait du weak scaling, c'est-à-dire que on fait plus de travail avec plus de hardware pour le même prix. Mais alors que si on est vraiment dans une optique de durabilité forte et un peu de décroissance ou de frugalité, eh ben, ce qu'on aimerait, c'est servir le même service, mais en étant plus efficace. Et dans ces cas-là, on voit que les nouvelles machines n'apportent pas forcément quelque chose et qu'il faut peut-être plutôt se diriger vers des machines plus petites et plus frugales. Ouais, je pourrais aussi compléter qu'il y a la dimension coût qui n'est pas toujours à l'avantage d'utiliser beaucoup de petites machines plutôt que d'utiliser une grosse. Là, parce que on a plus de mètres carrés utilisés quand on met plus de machines peu puissantes, on a plus de réseaux à déployer, on a plus d'installations, de gestion de logistique et potentiellement même acheter N machines peu puissante ou acheter une grosse machine qui est N fois plus puissante, ça peut potentiellement être plus cher à l'achat. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui fait que c'est pas forcément dans les data centers la solution la plus efficace au niveau carbone qui sera déployée parce qu'il y a aussi les contraintes économiques. Et une des solutions, c'est que il faudrait que émettre du carbone soit plus cher pour compenser un peu cet aspect-là. Vous avez d'autres J'ajouterais questions dans l'Assemblée? Ah, vas-y, Sébastien, pardon. que Yuan, Youn, pardon. Oui, Ouais, tu mentionnes du la côté de virtualisation. la région de Lyon. Donc, c'est sûr que la virtualisation, ça permet de consolider, parce que c'est le terme scientifique, consolider les services dans moins de serveurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va aussi étudier. Ceci étant, la virtualisation a un coût.
Ne serait-ce que parce que pour chaque machine virtuelle, on occupe de la RAM, par exemple, 2 ou 3 gigas de RAM, et que cette RAM a aussi, on pourrait aussi calculer un impact CO2 de fabrication, rien que la RAM qu'utilise la machine virtuelle. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on aimerait étudier dans le futur. Euh, donc oui, ça permet de faire une consolidation, mais ça coûte aussi. Ouais, ce que je dis, c'est ce que font les gros hébergeurs, c'est qu'ils utilisent l'utilisation pour bourrer un maximum les serveurs en termes de charge. Parce qu'eux, ils ont beaucoup d'achats à faire de serveurs. Donc économiquement, c'est ce qu'ils font déjà pour être rentable. Exactement. Mais on pourrait même avoir des réflexions assez intéressantes sur le fait que, au lieu de chaque fois avoir un OS complet, une fois qu'on a un service, qu'on sait exactement comment il doit fonctionner, est-ce qu'on a forcément besoin d'un Linux complet? Et là, on pourrait avoir des réflexions qui viennent du monde de l'embarqué, c'est-à-dire qu'on va faire en fait, on va compiler un mini OS avec le strict minimum avec notre logiciel et déployer ce service sur la bare metal euh, de manière à utiliser nettement moins de RAM que si on avait un OS complet que finalement on n'utilise plus parce que enfin, l'OS est essentiellement là de nos jours pour pouvoir partager une machine entre plusieurs logiciels en même temps, mais dans une optique d'offrir un service stable et toujours le même, on n'a plus besoin de ça. Donc voilà, enfin, on a plein d'éléments qui, on pourrait étendre cette recherche dans différentes directions. Comme vous voyez, on a plein d'idées. Et si vous avez des désirs de collaborer avec nous, on attend volontiers vos sollicitations. Je ne sais pas si tu les connais, Olivier, mais du côté de Nantes, il y a Clever Cloud qui ont beaucoup travaillé sur les aspects dont a parlé Sébastien pour être le plus économe possible sur chaque VM et le plus performant possible. Ils ont vraiment fait un travail là-dessus. En tout cas, c'est ce que dit leur fondateur, Quentin. Et il y avait une question d'Olivier de Courcelles. Avez-vous idée de l'impact du stockage d'un document sur le serveur? Sans requête est-il nul? Est-il vraiment préférable d'éviter le support papier? Point d'interrogation. Ah, ça c'est une question intéressante. En fait, l'impact du stockage, ça dépend déjà sur quel matériel c'est stocké. Entre du SSD et du disque dur ou de la bande, on n'a pas le même impact. Ça dépend si il est plus ou moins chaud, en fait. Évidemment, le stockage froid va être beaucoup moins impactant que le stockage chaud. Les SSD, en termes d'impact, c'est ce qui commence à dominer au niveau carbone les machines récentes. Hein. Quand on est à plus de 4 téraoctets, on dépasse les 100 kg de carbone. Ça commence à être très très problématique. Le papier, moi j'ai vu une étude qui était par la Poste, c'est une petite anecdote, qui cherche à sauvegarder son activité de diffusion de publicité par tous les moyens, qui a fait une ACV comparative entre une version informatique et la pub papier, et qui était du côté du papier, mais ils avaient un objectif, c'était complètement motivé comme étude, et c'était pas très honnête. Donc moi, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Il faudrait que quelqu'un mène une étude complète et avec des paramètres réalistes pour juger de ça entre le papier et le document électronique. C'est pas une solution, c'est pas une question triviale en fait, parce que ça dépend voilà, du moyen de stockage, de la fréquence à laquelle on le consulte et même de la fréquence de consultation du document. Si c'est pour faire un papier qui finit directement à la poubelle, de toute façon, là, il n'y a vraiment aucun intérêt. Donc, Et c'est une question intéressante hein, et j'ai pas la réponse. si je peux ajouter quelque chose là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est en fait sans requête. Donc si on n'a pas de requête, eh ben, le coût par requête est infini. Et ça veut rien dire. Donc en fait, on voit, et ça nous ramène à une question, quelle est l'unité fonctionnelle? Donc dans une idée d'un service voilà, consulter un site web ou de requête-réponse, nous on propose en fait avec notre méthodologie d'avoir une unité fonctionnelle qui est la requête elle-même. Par contre, pour du stockage, eh ben, peut-être que l'unité fonctionnelle, ça doit pas être la requête, mais ça doit être plutôt
euh, le, le, le temps qu'on veut stocker à une certaine température. Et là, du coup, c'est plutôt, je pense, dans cette question-là qu'il faudrait regarder, c'est-à-dire combien de carbone est associé au stockage d'un document de 1 giga pendant une année sur une infrastructure qui permet de le consulter avec une latence de X secondes ou millisecondes. Et là, ça me permet aussi d'enchaîner qu'il y a un rapport, en fait, énergie-latence ou pollution-latence, c'est-à-dire que le stockage lui-même va coûter, mais si on ne le consulte jamais, on va mettre ça sur du stockage de bande, et ça va coûter quasiment rien parce qu'on l'écrit une fois et puis c'est tout. Et puis par contre, plus on va vouloir que si on le demande, on veut la réponse tout de suite, eh bien, plus la pollution associée avec non seulement le fait de stocker, mais aussi de pouvoir le consulter minute, va être important. Et ça, il y a certainement une super publication à faire là-dessus, de savoir déjà de rien que d'évaluer combien ça coûte de stocker 1 giga pendant une année, et puis de le mesurer en fonction de si on peut attendre une seconde, une minute, une heure ou un jour avant d'avoir le document en retour. Merci. Ben a une question. Oui, juste pour un follow-up, Sébastien, à ce que tu viens de dire. Moi, je travaille dans la vidéo depuis des décennies et on a la grande mode depuis 4-5 ans, ce qu'on appelle le ULL, Ultra Low Latency. D'ailleurs, c'est un mauvais choix de terme parce que c'est pas de la latence en vidéo, c'est du délai. Mais même quoi qu'il en soit, la grande mode dans la mode du streaming, dans le monde du streaming, c'est d'avoir des latences en dessous de la seconde. On explique que quand on regarde la Coupe du Monde une fois tous les 4 ans, c'est insupportable d'entendre le bar d'à côté crier but alors que nous, on l'a pas encore vu. Donc ça, c'est un vieux problème, mais je voulais savoir si vous aviez du tout regardé ça, parce qu'à mon avis, c'est un domaine complet. De ce que j'en sais, dans le monde du streaming, c'est complètement vierge comme sujet, d'essayer de dessiner un rapport entre le coût carbone de délivrer un stream et sa latence. Alors, oui, je pense que moi, je suis pas alors expert du streaming, mais bon, le streaming, il y a le streaming live, où là, on va avoir un cas bien particulier où, en effet, il faut minimiser la latence pour ces problèmes du bar d'à côté. Et puis après, il y a le streaming en cache. Et alors ça, en effet, c'est de savoir, finalement, en fait, la vidéo qu'on veut regarder, elle devrait descendre dans la hiérarchie de mémoire. C'est-à-dire si personne ne la regarde pendant une année, elle devrait passer en stockage froid. Et le jour où tout d'un coup, quelqu'un veut regarder le film de 1940, eh ben, il faut le remonter dans la hiérarchie de stockage et ça pourrait prendre une demi-heure. Et ça, c'est clair que je pense que les Netflix et les gros distributeurs ont les algorithmes qui permettent d'optimiser ça. Maintenant, ça, ce serait très intéressant. Enfin, on a fait aussi cette recherche parce qu'on pense que les grands distributeurs ont fait les mêmes travaux que nous, mais évidemment, ne les ont pas diffusés pour des raisons de compétitivité. Mais que pour un petit distributeur de contenu, que ce soit des documents cloud ou des vidéos à streamer, finalement, le problème est le même, c'est qu'on va avoir des contenus. Encore une fois, c'est vraiment la hiérarchie de mémoire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tout le monde consulte tout le temps, on va l'avoir très très proche, donc presque en cache, dans des mémoires très très chaudes, mais qui vont coûter très très cher. Mais en même temps, c'est là, donc en fait, on va pouvoir amortir le fait qu'on les tient dans le cache. Euh, Par contre, s'il y a quelqu'un qui consulte très rarement quelque chose, eh ben, on va le mettre dans des stockages très très froids pour que ça consomme peu sur l'année. Par contre, aller récupérer quelque chose pour chaque consultation, aller récupérer l'accès, là, va coûter une énergie qu'il faut aussi prendre en compte. Et on va avoir une pesée d'intérêt entre les deux choses. Là, il y a des travaux absolument, il y a beaucoup de travail à faire dans ces explorations de compromis là-dedans qui finalement ne sont
pas très différent des compromis traditionnels de la performance informatique, c'est-à-dire la hiérarchie de mémoire, comment est-ce qu'on gère ses opérandes, où est-ce qu'on met son cache, est-ce qu'on met du swap, etc. Réaborder toutes ces questions d'un point de vue impact, pollution et coûts environnementaux. Ouais, ok, mais parce que je crois que le domaine, il y a une petite différence, parce que ce qu'on pense accéder à un document, on parle en dessous de la seconde, quoi. C'est des millisecondes par-ci ou des millisecondes par-là. Que le monde du streaming, il y a encore du streaming à 30, voire 45 secondes de latence en ce moment qu'on retrouve. Donc, et là où on se pose la question dans Greening of Streaming, c'est une fois qu'on atteint en dessous de 5 secondes, quoi. 5 secondes, il faut savoir, c'est la télé classique, quoi. La télé broadcast, la TNT, elle a 5 secondes de latence, hein. Quand il y a un match de foot et vous êtes à côté du terrain de foot et vous regardez la télé, sur la diffusion classique, vous êtes à 5 secondes. Là, en streaming, on est bien en dessous déjà. Et juste, nous, on va se poser, c'est où la limite, quoi? Parce qu'il y a des vendeurs, parce qu'ils peuvent gagner de l'argent avec ça, qui essayent d'expliquer qu'il faut descendre encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas, et qu'on veut aller vers un jour le temps réel. Donc, ce que je veux dire, c'est un chemin beaucoup plus long qu'il y a à faire par rapport à ce dont toi tu parlais, si j'ai bien compris, Sébastien, parce que là, on est en train de parler. Le cold storage, c'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup aujourd'hui, donc c'est plutôt entre une demi-seconde et un millième de seconde, quoi. C'est ça l'enjeu dont tu parles. Oui, encore une fois, je pense que ça dépend beaucoup de use case, mais c'est vrai que par exemple, cette vidéo est enregistrée maintenant. Elle va probablement être stockée sur un stockage relativement chaud. Est-ce que vraiment des gens vont y accéder dans les prochains jours? On pourrait imaginer qu'elle tombe dans un cas assez froid et puis que si quelqu'un veut l'accéder, il peut tout à fait tolérer une minute de latence avant de la regarder. Quand on voit les montagnes de vidéos YouTube, alors moi je soupçonne YouTube d'avoir un système comme ça et puis une pub. Ils vous mettent une pub, ça leur fait un peu d'argent, mais en même temps, ça leur donne 10 secondes pour aller réchauffer la soupe et de remonter le contenu dans une mémoire plus haute. Mais c'est parce que c'est sûr qu'on peut pas avoir tous les contenus du monde disponibles dans de la mémoire à faible latence, quoi. Euh, mais ça, Ok. c'est une discussion qu'on pourrait continuer. Voilà, c'est très intéressant. Je crois qu'il y a encore une question de Vincent. Oui. Vincent, n'hésite pas à prendre le micro, sinon je retransmets pour la vidéo. Oui, c'est voir s'il y a des études qui ont été faites dans le monde de la finance à haute fréquence, qui est massive en fait, hein, quand même. Ouais, là-dessus, on n'a pas de. Je pense qu'il y a beaucoup de culture du secret sur ces aspects-là. Moi, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, sur ni même le fonctionnement même de ces machines-là. Ce serait intéressant à creuser, effectivement. Par contre, là-dessus, en termes d'impact environnemental, on est sur. Ça rejoint un peu les questions du streaming basse latence, en fait. Je pense que là, on est sur des équipements qui sont spécialisés pour. C'est-à-dire on sort un peu de la question du pur service logiciel qui tourne sur un PC générique. On commence à avoir du matériel qui est vraiment typé, spécialisé pour toute la chaîne, en fait, est faite pour avoir des switches basse latence, des réponses ultra rapides. Je sais même qu'ils, dans ces domaines-là, ils ont tendance à avoir du hardware dédié, c'est-à-dire des circuits pré-câblés qui envoient les réponses le plus rapidement possible pour que ça remonte pas toute une pile logicielle pour engendrer de la latence.
En fait, la latence, moi, je suis pas persuadé que ça a un impact énorme sur la consommation de ressources, en fait, parce que on va chercher à retirer un maximum de gras, en fait. On va avoir tous des services qui permettent de la généricité, de la souplesse, en fait, vont être retirés et il ne va rester que ce qui est utile sur le chemin critique. Donc moi, je le verrais plutôt comme ça que c'est quelque chose qu'il faudrait regarder en fait, comparer des piles de services qui sont dédiées basse latence et une pile générique, voir si on a vraiment des effets de consommation qui sont différentes. Je suis pas persuadé. Il y avait une dernière question de Stéphane Janin. Est-ce que tu veux prendre le micro, Stéphane? Je m'attendais pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, d'accord. Oui. Oui, c'était juste une question écrite hein, que je me suis fait depuis quelque temps déjà. Donc c'est pas vraiment sur le sujet puisque là vous adressez des problématiques techniques, mais quand vous disiez que cette vidéo, par exemple celle de Boavista, pourrait être mise à disposition et de manière chaude, comme vous dites, et donc qui entraînera une consommation électrique importante si on est nombreux à la télécharger. Peut-être que tout simplement il suffit de transformer cette vidéo en texte avec quelques slides, ce qui va réduire, je ne sais pas, le rapport est peut-être de 1 à 100, la taille du média, et en fait, c'est pas directement lié aux conclusions que vous pouvez faire de par vos travaux, mais en tout cas, in fine, on peut avoir des impacts qui sont énormes. Nombre de fois que sur les vidéos YouTube, on parlait de YouTube, on n'a pas besoin de vidéo YouTube, on aura besoin simplement d'un texte. À tel point que moi, j'enregistre ces vidéos j'ai un stock de vidéos YouTube, je n'ai pas le temps de les visualiser, et j'attends de pouvoir les traiter avec une IA locale pour les transformer en texte. Et puis je propose souvent à la FNOR, par exemple, je leur ai dit, arrêtez de faire des vidéos, transformées en texte, et comme ça, nous, on n'a pas besoin de passer trop de temps à lire les vidéos. En plus, c'est plus efficace et ça consomme moins d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah ça c'est très pertinent. Et là, alors on pourrait pour une fois avoir un effet positif de l'IA qui est de plus en plus performante à compresser, hein. Finalement, l'IA c'est de la théorie de l'information. Elle va réussir à extraire l'information pertinente de quelque chose grâce à ce qu'elle a dans son modèle. On peut voir ça comme ça, hein. Et, et certainement que ça vaudrait la peine. Ça, ce serait aussi une recherche à faire. Donc, on pourrait calculer le coût de stocker une vidéo on a rapidement 1 giga pendant une année, le coût écologique de ça, par rapport au coût écologique de la passer à la moulinette et de stocker le résultat de la moulinette pendant une année. Et voir en fait où est le compromis, à quel moment est-ce qu'on gagne l'investissement à le passer dans un modèle pour en extraire euh, la substantifique moelle. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose de très intéressant. Et peut-être pour conclure, moi, j'ai envie en fait, cette recherche, on l'a lancée pour un petit peu essayer de secouer le monde de la mesure d'impact, parce que bah, souvent, enfin, moi, j'ai vu, moi, j'ai beaucoup de peine avec le système de Web Carbon ou Carbon Calculator qui mesure du carbone. En se fiant exclusivement sur le réseau, par exemple. Et je pense que des fois, en fait, on loupe le vrai problème. Et puis, ben, ce qu'on voit, en fait, c'est que cette recherche, elle ouvre tout un tas de développements en se amenant à se poser des questions. Mais quel est le coût du stockage? Quel est le coût de la latence? Quel est le coût de l'architecture logicielle? Et en fait, ça nous sort des traditionnels. Voilà, quel est le coût d'utiliser un langage de programmation plus qu'un autre? On voit que peut-être il y a plein d'autres endroits à regarder plutôt en fait, ouais, c'est ce qu'on a mis récemment dans une demande de financement, c'est que tout le monde va essayer. Les experts en compilateur vont dire tous jouent au niveau du compilateur, puis ils vont aller regarder que le compilateur. Euh,
Et que si en fait on essaie de regarder ça comme un système d'information, potentiellement même en prenant les humains dedans et en regardant des unités fonctionnelles, combien est-ce que ça consomme, on serait peut-être surpris que peut-être là où il y a le plus de gras à tailler, c'est pas où on penserait au premier abord. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je suis preneur d'informations. J'en recherche justement pour avoir des abacs qui permettent de savoir où c'est le plus efficace d'être parcimonieux. Même de manière, je pense que je pourrais même dépenser un petit peu d'argent pour ça, à voir combien. Mais bon, je commence juste à être un petit peu plus actif sur Bavista, donc pour l'instant, je suis plus en spectateur. Je regarde s'il y a des dernières questions et je pense que ça va être c'est la conclusion, Sébastien. Et je suis heureux que de plus en plus de monde mature sur comment évaluer le numérique. Ça, c'est de plus en plus poussé chaque année. Et merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité, en tout cas, super discussion. Et à disposition, j'ai glissé mon adresse email. Je ne sais pas si Olivier, tu veux vite glisser la tienne aussi dans la discussion. Et voilà, on se tient à disposition pour toute question supplémentaire.